souvent, en plus, quand tu récupères quelque chose qui est déjà bien avancé, c'est facile de dire « Ah, il vous manque ça, ça et ça ». Oui, mais pendant des années, ils ont construit tout un tas d'autres choses. Donc, tu vois, quand je prends les commandes d'une nouvelle discipline, je me pose jamais pas en juge, mais je regarde pas trop derrière et je me dis pas ils auraient pu faire ça parce que le contexte est souvent compliqué. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Olivier Bollier, préparateur physique de haut niveau, docteur en sciences du sport, formateur et auteur de 4 livres dans le domaine. Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Écoute, c'est un plaisir de t'accueillir. On va commencer un petit peu différemment que d'habitude, au lieu que tu parles de ton parcours. Est-ce que tu peux parler de quand et pourquoi tu as décidé de devenir coach? Quand je me suis blessé, quand j'étais athlète, je me suis blessé assez sérieusement au dos. Mhm. Et à ce moment-là, quand j'ai vu que j'allais pas arriver à revenir, c'était une autre époque aussi. Je me suis dit que moi, mon objectif, ça allait être que d'autres athlètes puissent profiter pleinement de leur potentiel physique en limitant au maximum le risque de blessure. Voilà la genèse de mon métier. Et tu pratiques quoi comme sport quand tu t'es blessé? J'étais lanceur de poids à l'époque. D'accord. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de cette transition d'athlète à coach? Est-ce que ça a été progressif? Est-ce que ça a été un petit peu instantané sur le fait dû à ta blessure? Moi, ça s'est fait assez naturellement parce que déjà, quand j'étais athlète, euh, j'avais une partie de mon temps qui était dévolue à l'entraînement. J'ai toujours aimé l'entraînement, aimé la conception des séances, l'animation des séances. Donc, je faisais déjà de l'entraînement un petit peu. Donc, c'est passé de un petit peu à beaucoup, en fait. Donc, c'était assez naturel. Ça s'est fait facilement, de ce point de vue-là. Et tu as commencé à coacher des lanceurs de poids ou c'est parti directement dans d'autres directions? Non, au début, j'étais entraîneur d'athlétisme spécialisé en lancer, Mhm. mais c'était pas un métier, surtout pas il y a 20 ans. Il y avait pas, tu pouvais pas gagner ta vie. Donc très rapidement, j'ai basculé sur de la préparation physique et qui n'était pas liée à l'athlétisme. J'ai quitté l'athlétisme, j'y suis jamais revenu. Je suis parti dans les autres sports en tant que préparateur physique, pas en tant qu'entraîneur. Est-ce que tu avais, quand tu as décidé de faire la transition pour devenir coach, est-ce que tu avais un sport en tête avec lequel tu voulais absolument travailler ou c'était vraiment la profession en tant que telle qui t'a attiré? Moi, c'était la profession avant le sport qui m'intéressait. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Maintenant, moi, je suis content d'avoir des athlètes qui sont pas des athlètes de sport que je connais. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est développer les qualités physiques, améliorer la récupération. Enfin, c'est le métier de préparateur physique qui m'intéresse bien avant le sport en question. Quels ont Il été s'avère que tes… si je suis dans un sport, Vas-y, vas-y. il s'avère que si je suis dans un sport où il y a très peu de dépenses physiques, ça va pas trop me parler. Mais je me suis jamais retrouvé à devoir préparer un tireur à la carabine, par exemple, Mhm. sans dénigrer absolument pas la discipline. Mais voilà, il faut toujours qu'il y ait une demande physique majeure. Ouais. Mais c'est toujours le cas. Ça, c'est une question que je voulais te poser un petit peu plus tard, mais on va y venir tout de suite, étant donné qu'on est sur le sujet. À part pour les sports où on sait que si on veut la préparation physique a une proportion extrêmement importante, par exemple l'haltérophilie, la gymnastique et d'autres sports qui sont extrêmement physiques, on va dire, et où la préparation est intimement liée avec la préparation sportive. Quel est le vrai impact de la préparation physique pour un sport? Peut-être qu'on peut parler d'un sport collectif comme le foot, le rugby, peut-être le patinage artistique, d'autres sports comme ça, parce qu'on a cette facette de préparation physique, mais on a aussi bien sûr la préparation sportive, technique, tactique, on a tout l'aspect mental aussi. Donc au final, quel est l'apport, la plus-value de cette préparation physique en tant que telle? Alors, ça dépend du profil de l'athlète, s'il est dominant dans son jeu parce qu'il est fort physiquement ou s'il est dominant dans son jeu parce qu'il est fort au niveau technico-tactique. Mhm. Mais sur quelqu'un qui a un impact physique limité, mais qui est un surdoué du technico-tactique, la part du physique peut être relativement mineure, hein. Mhm. Alors, c'est de moins en moins vrai à haut niveau. Mais en fait, surtout dans les sports collectifs hors rugby, la préparation physique, de mon point de vue, s'il faut donner un chiffre, est inférieure à 50% de la part de la réussite, je pense. Et ça, donc, tu as dit, pour toi, quels sont les sports qui bénéficieraient le plus de préparation physique,
mais peut-être dans lesquels on ne pense pas nécessairement à travailler les aspects physiques, ou c'est peut-être pas dans la culture du sport en tant que tel? Il y a encore quelques années, les sports artistiques, qui ont, contrairement à l'image qu'ils véhiculent, ont une importance, ont une très grande importance dans les qualités physiques. Mhm, Tous les sports artistiques, en fait, on a l'impression qu'ils forcent pas parce que, étant donné qu'ils sont jugés d'une façon esthétique, ils doivent sourire, doivent être présentables. Tu vois, tu arrives d'un 400 mètres en athlétisme, si tu as envie de cracher par terre, tu craches par terre. mhm. Personne ne trouve rien à y redire. Ouais. Tu fais de la danse sportive, tu craches pas par terre au milieu de ton épreuve, quoi, tu vois, ou à l'arrivée, Mhm, mhm, parce que c'est une discipline où tu es jugé d'une façon artistique, donc tu fais pas des choses comme ça. Donc ces sports-là, en fait, ils ont un impact physique très important parce que ils doivent produire, quand tu mesures leur fréquence cardiaque, par exemple, en danse, c'est monstrueux, quoi. Ils vont mhm, très haut, très vite et ils y restent. Mais il faut que ça ne paraisse pas être fatigant. Donc ces sports-là, les sports artistiques, ont une dominante physique importante, alors qu'on n'imagine pas. D'ailleurs, moi, j'ai construit toute ma carrière dans le haut niveau, mes 10 premières années de carrière, je les ai construits en danse sur glace, mhm. euh, avec, euh, avec un sport où les dominantes physiques sont larges, sont riches, et on n'imaginait pas que c'était forcément très important il y a 20 ans, alors que ce n'était pas le cas. Mhm. Alors que c'était le cas. Donc tu vois, voilà, les sports artistiques sont un bon exemple. Donc, tu as évolué dans ces disciplines pendant beaucoup d'années. Oui. Cet aspect du sourire en compétition, est-ce que c'est quelque chose qui s'entraîne à l'entraînement également? Comment c'est géré de ce côté-là? Ouais, ouais. Eux, pour être souriant en compétition, il faut être souriant à l'entraînement. Tu les vois rarement faire une tête pas possible à l'entraînement. Et c'est comme tout, tu t'entraînes à produire de la force, tu t'entraînes à produire de la force en situation d'impassibilité euh, Émotionnel? de trait, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça, émotionnel. Donc oui, pour eux, c'est naturel de faire de cette façon-là. Ils ne pourraient pas sinon simuler le jour de la compète une impassibilité, alors que toute l'année, ils feraient l'inverse. Non, non, ils sont toujours comme ça, quoi. Et même, ils sont habitués à ne pas, même quand ils font des squats, ils sont habitués à ne pas trop grimacer, quoi. Est-ce qu'il y aurait un intérêt quelconque d'appliquer ces principes à d'autres sports qui ne sont pas nécessairement des sports entre guillemets, de sourire en compétition, ou est-ce que c'est vraiment très, très spécifique à ces sports-là et il n'y aurait aucun transfert sur d'autres disciplines, ou simplement un certain comportement à adopter ou à maintenir dans un entraînement? Ce même comportement, et je l'ai retrouvé quand j'ai travaillé avec un taekwondoïste qui était 30e mondial en taekwondo. Et c'est le même problème, puisque en fait, si tu ne marques pas au niveau de ton visage, tu ne marques pas la fatigue au niveau de ton visage, tu envoies un signal à l'adversaire comme quoi tu es frais physiquement. Donc oui, pour répondre à ta question, dans les sports de combat, c'est la même chose. Tu souris pas par contre, mais tu grimaces pas ou tu masques la fatigue pour envoyer une information à ton adversaire comme quoi tu n'es pas fatigué. Donc oui, dans les sports de combat. Après, les autres sports, hormis que si les gens gueulaient moins sous les bars dans les salles, ça ferait moins de bruit. Mais non, je plaisante. Euh, non, non, il y a d'autres, à ma connaissance, comme ça, rapidement, à part sport de combat, sport artistique, je vois pas d'autres disciplines où on gagnerait à simuler l'absence de fatigue. Finalement, c'est ça. J'ai entendu déjà dans un contexte de course à pied, par exemple, surtout autour d'une piste où on est proche de quelqu'un et on peut, bon, c'est peut-être difficile s'il y a énormément de public, du bruit, etc. Mais j'ai entendu certains athlètes parler en gros, essayer de voir la respiration, la façon dont la personne juste devant eux respirait pour décider le bon moment pour essayer de les passer, pour essayer de les doubler. Donc, est-ce que tu penses que c'est du ressort de la préparation physique, ce genre d'aspect, ou est-ce que là, on est vraiment sur plus du tactique et c'est vraiment on va dire, le coach du sport qui va s'en charger, ou est-ce que c'est peut-être certaines pratiques dont toi tu parles à tes athlètes aussi dans certains contextes? Non, moi, je parle pas de ces pratiques-là parce que j'ai aucune discipline actuellement où on pourrait jouer ce genre de cartes. Donc non, j'en parle pas. Tu vois, je travaille en natation et dans les sports d'hiver là, en ce moment, Mhm. dans les sports de neige. Donc il n'y a pas de où tu as la tête dans l'eau ou tu as la tête dans un masque parce que tu es à la montagne. Donc non, non,
j'ai pas d'exemple concret à te donner actuellement, non. Tu travailles avec quel sport à l'heure actuelle, sport de neige plus spécifiquement? Euh, Là, depuis 6 ans, je suis avec le snowboard cross, les équipes nationales hommes et femmes, Ouais. et en natation. Actuellement, au moment de l'interview, c'est les deux sports dans lesquels j'ai des athlètes. Si on parle du snowboard pour commencer, quand tu as commencé dans cette discipline, est-ce que tu connaissais déjà bien le sport, la discipline? Est-ce que tu as dû beaucoup apprendre, beaucoup regarder? Et quelles ont été tes plus grandes surprises dans le sport? Quels aspects peut-être sont très importants que tu aurais peut-être négligés au départ sans bien connaître la discipline? Moi, en fait, j'ai jamais travaillé dans un sport que je connais bien en tant que pratiquant. Donc, à chaque fois, je me suis retrouvé dans des sports ou que j'ai pas pratiqué ou très peu, ou, euh, ou que je connais finalement pas. Donc, à chaque fois, c'est nouveau. Euh, Moi, je postule pas qu'un préparateur physique dans le haut niveau, je présume, je précise, je postule pas qu'un préparateur physique doit pratiquer beaucoup le sport qu'il prépare pour plusieurs raisons. La première, prenons l'exemple du ski ou du snowboard. Si moi, je me mets à apprendre le snowboard à 43 ans, déjà, je risque d'en baver, je risque de me faire mal, donc ce qui est un problème. Et deuxièmement, même si si j'arrive à descendre une piste verte en snowboard au bout d'un mois, je ne vais pas quand même tout à fait ressentir quoi que ce soit qu'un athlète olympique va ressentir dans une course. Mhm. Donc, tu vois, toute l'énergie que je vais déployer pour faire quelque chose finalement de complètement artificiel, ça ne vaut pas la peine. Donc, tu vois, je ne pense pas qu'il faille pratiquer. Quand j'étais en taekwondo, je n'allais pas me mettre à essayer de mettre un coup de pied, un coup de poing. J'allais être à une année-lumière de la pratique de mon athlète. Mhm. Donc, non, moi, ce que je fais quand je suis dans un sport que je ne connais pas, c'est-à-dire tous, je parle avec les athlètes, évidemment, surtout les athlètes de très haut niveau, le staff technique et le staff médical. En fait, le staff médical, il va me faire un retour sur les blessures récurrentes, puis leur avis global sur la chose. Le staff technique, bah, eux, il va me dire, bah, lui, il est trop lent, elle est trop lourde sur ses appuis. Voilà, le staff technique. Et puis les athlètes vont me donner des informations un peu plus proprioceptives, un peu plus sur leur feeling. Et c'est comme ça que je construis mon plan d'entraînement. On rajoute, moi, euh, mon évaluation, mes tests personnels. Voilà comment je travaille. Est-ce que tu passes aussi du temps à étudier le sport en tant que tel, les demandes du sport, regarder des vidéos, regarder s'il y a peut-être des études qui ont été faites sur le sport et les demandes en Bien sûr. particulier? Oui, oui, je n'ai pas spécifié, mais après, tu fais toujours un tour d'horizon de ce qui se fait dans la littérature. Mhm. Mais c'est pareil, hein, dans les sports mineurs en termes de recherche scientifique sur le sujet, il y a très peu de choses, quoi. Tu vois, tu as 3 études qui se courent après. C'est pas le foot. Le foot, le rugby, là, il y a beaucoup de choses, parce que ça véhicule beaucoup d'argent et beaucoup de pratiquants. Dans les sports, dans les autres sports individuels, il y a très peu de choses. Donc, tu fais un tour de table, mais ça va relativement vite la plupart du temps. Et après, toi, tu étudies oui, tu étudies les images. Mais je trouve que ça, les demandes énergétiques, les régimes de contraction, je trouve que ça, quand même, quand tu as un peu d'expertise, ça va assez vite. Mhm. Tu as vite fait de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas si compliqué que ça, les sports individuels. Souvent, les sports individuels, ils sont assez ciblés, quoi. Tu vois. Mhm. Sport co, c'est plus compliqué. Est-ce que ça t'est arrivé d'arriver dans un nouveau sport peut-être et après ton analyse justement de parler au staff, d'étudier le sport, les études, etc., de te rendre compte que ce qui était fait en préparation physique dans le sport de manière, on va dire, culturelle ou habituelle, n'était pas adapté nécessairement à ce que toi, tu aurais fait si on commençait avec une table rase et simplement avec ces informations que tu as collectées du staff, des athlètes et du sport en lui-même. Pas spécialement, parce que, pour être tout à fait honnête, dans la préparation physique, tu as quand même la possibilité d'attaquer le problème sous plein de facettes différentes. Mhm. Donc, tu vois, si les gens qui ont travaillé avant moi l'ont attaqué sous une facette A et que moi j'attaque sous la facette B, ça ne me viendrait pas l'idée de dire ben, B c'est mieux que A parce que j'ai pas le contexte, tu vois, j'ai pas le contexte de leur action. Souvent, en plus, quand tu récupères quelque chose qui est déjà bien avancé, c'est facile de dire ah ben, il vous manque ça, ça et ça. Oui, mais pendant des années, ils ont construit tout un tas d'autres choses. Donc, tu vois, quand je prends les commandes d'une nouvelle discipline, je me pose jamais pas en juge, mais je regarde pas trop derrière et je me dis pas ils auraient pu faire ça parce que le contexte est souvent compliqué. Puis des fois, moi, je suis parti d'un sport où j'ai été remercié, hein, parce que tout le monde dit tout le temps on part, mais des fois on se fait virer. Hein. Il faut bien que les gens le sachent.
Et ben, quand tu pars d'un sport, c'est facile après derrière de dire ah bah ouais mais moi j'aurais fait comme ça, tu vois. Donc j'évite de projeter sur les autres parce que moi j'aime pas qu'on projette sur mon travail. Donc non, je me suis rarement fait cette remarque-là. Je veux revenir sur ce que tu as mentionné juste après, sur le sujet de se faire virer comme préparation physique d'un sport ou d'une organisation. Mais d'abord, je vais revenir sur, ou rester sur la préparation physique en snowboard. Quand tu as abordé le sport, quelle a été ton approche en termes de préparation physique pour ces athlètes et comment est-ce que ton approche a évolué au cours de ces dernières années? Euh, Quand j'ai attaqué spécifiquement sur ce sport-là, ils étaient plutôt dans une première partie de développement en termes de prépa physique. C'est-à-dire ils avaient commencé à travailler, mais ils étaient en première partie de développement, la discipline. Comme c'est une Mhm, discipline qui est olympique depuis une vingtaine d'années. mhm, Donc c'est bien, ça commence à être intéressant, mais c'est encore le début. Donc ils mhm, étaient dans une dynamique de construction. Donc les athlètes voulaient travailler, hein, et ils m'ont laissé la possibilité de travailler. Donc j'ai commencé vraiment par du général. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment de la construction des qualités physiques vraiment polarisées, c'est-à-dire augmenter les indices de force, d'endurance, tu vois, des choses très basiques, mhm, mais très très utiles quand tu es en phase de construction parce que tu progresses automatiquement, presque automatiquement, si tu augmentes tes niveaux de force, quand tu en manques beaucoup, finalement. mhm, mhm, Donc j'ai commencé par là, mais comme ça fait 6 ans, là, au fur et à mesure, les niveaux de force, par exemple, pour prendre cet exemple, ont été montés. Et mhm. maintenant, je suis plus dans l'individualisation et dans la spécificité liée à l'activité. Au début, j'étais vraiment dans le général. Je suis parti du général au particulier, en fait. Quand est-ce que tu décides que tes athlètes sont assez forts sur le plan général et il est temps de passer maintenant sur des tâches un petit peu plus spécifiques au sport? Est-ce que tu as des barèmes hommes-femmes pour certains sports ou comment est-ce que tu détermines ce point de passage en gros? Alors, moi, je fais beaucoup de ratios et de standards. Ceci étant, dans des disciplines relativement mineures comme ça, tu n'as pas de standard international. Tu n'as pas comme en rugby, la Fédé donne je crois, des argent, bronze, or, donne des standards sur les mouvements, par exemple. Mhm, Nous, on n'a pas de standard. Donc, moi, j'ai mes standards à moi. Donc, j'ai mon standard sur l'équipe A, par exemple. Chez les hommes, le ratio poids de corps, squat complet, c'est 1,7 de moyenne. mhm, Alors, si je sais que j'ai un athlète qui a 1,3 et l'autre 2,1, je sais qu'il y en a un qui est en retard, l'autre qui est en avance. Donc, tu vois, je fais mes propres standards internes à mon groupe. mhm, Donc, c'est la première chose. Et après, moi, sur la spécificité, j'écoute quand même assez bien ce que me dit le staff, ce que me disent les athlètes. En fait, intuitivement, les athlètes, je trouve, et le staff perçoit quand le niveau de qualité physique globale est suffisant et qu'ils ont besoin d'autre chose. Donc, mhm. je suis assez à l'écoute tout simplement de ce qu'on me dit d'un point de vue du spécifique. Ah, tiens, il faudra quand même qu'on rentre dans le spécifique parce qu'on sent que, par exemple, on a bien progressé en traction, mais pour nos départs où il faut en fait, se tracter et sortir d'une porte, là, on sent que ça ne se transfère pas super bien. Tu vois, les gens, les athlètes de haut niveau et le staff de haut niveau le verbalisent assez bien, ça. Mhm. Et j'ai un cas de figure, tu vois, on me dit, c'est pas possible, ça se transfère. Pour l'instant, ça se transfère plus au début. Plus elle faisait de la muscu du haut du corps, plus elle était rapide dans son start. Puis là, ça marche plus. Et là, à ce moment-là, il faut se poser les questions. Et c'est souvent ce genre d'information qui me fait basculer. Parce que les standards, quand il n'y en a pas de standards internationaux ou nationaux, tu es obligé de faire sur le retour de terrain, quoi, Mhm. tout simplement. Donc là, tu parles beaucoup d'écouter, de poser des questions au staff, aux athlètes. Comment est-ce que, quand tu arrives dans un nouveau sport, pour rester sur ce thème, comment est-ce que tu développes de bonnes relations avec le staff sportif plutôt que, comme tu as dit, d'arriver en grand dictateur et d'essayer d'imposer ta Ouais. manière de faire les choses? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ta réputation en tant que préparateur physique, elle est de très 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 courte durée quand tu arrives dans un staff et tout. Les athlètes, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, ils voient bien si tu as une relative notoriété, si tu as écrit un bouquin. Certains s'y intéressent, d'autres s'en foutent comme de leur dernière chemise. Mais ta notoriété, elle dure très peu de temps. En fait, les athlètes, la seule chose qui les intéresse, c'est de voir comment ça se passe au quotidien avec eux. Après, tu vois que tu as écrit 10 livres ou que tu n'en as écrit aucun, ça ne les impressionne pas longtemps. Donc, ce qui se passe, c'est que tout simplement, quand tu arrives dans un staff, que tu sois jeune ou vieux, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est faire profil bas,
et pas vouloir arriver en changeant tous les paramètres d'entraînement, quoi. Moi, quand j'arrive, je pars de ce qu'ils savent faire, vraiment, et on construit à partir de ce qu'ils savent faire. Okay, et quand j'ai commencé à obtenir un petit peu de confiance, parce que ça, il faut vraiment, il faut vraiment prouver que tu aies 40 ans ou 20 ans, il faut prouver aux athlètes qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Mhm. Et je trouve que c'est assez long, ça. C'est laborieux, c'est long, et ça pardonne pas trop les erreurs. Donc voilà, moi, profil bas, je pars de ce qu'ils font et je construis à partir de ce qu'ils savent faire. Quand j'ai obtenu un peu de confiance, après tu le sens hein, au quotidien, quand les athlètes t'écoutent de mieux en mieux, ils font bien ce que tu leur dis de faire. À ce moment-là, je commence à dire, bon, ok, on a bien progressé là-dessus, j'aimerais bien qu'on bricole tel aspect des choses. Qu'est-ce que tu en penses? Souvent, si tu as commencé à obtenir un peu de confiance, ils te le rendent à ce moment-là. Mhm. C'est-à-dire que si tu veux faire un nouveau truc auquel ils n'ont pas pensé ou qui ne leur plaît pas spécialement, si tu as un petit peu de capital confiance, tu peux l'utiliser à ce moment-là. Ils font un petit peu ton truc. Et si ça fonctionne, ton capital confiance croît. Voilà comment je fais. Je pars de ce qu'ils font, j'obtiens de la confiance de leur part, ça c'est long, et après, je bricole mes trucs à moi. Et dans ta longue carrière jusqu'ici, est-ce que ça t'est arrivé d'arriver dans une organisation, dans un sport, nouveau staff peut-être, toi tu es nouveau dans le sport et quoi que tu fasses, tu n'arrives simplement pas à aller de l'avant, à peut-être te faire entendre ou à même mettre des choses simples en place que tu pourrais normalement mettre en place dans tout autre sport. Est-ce que ça t'est arrivé ça? Ouais, c'est arrivé. La première année où je suis arrivé pour travailler à la Fédération française de ski, il y a 7 ans maintenant, juste après les Jeux de ski, j'ai été recruté par la Fédé pour travailler sur les équipes de ski alpin, les équipes B, Mhm. les équipes nationales B. Et au bout d'un an, je me suis fait remercier, hein. Il faut être tout à fait honnête. Et je pense que c'est bien qu'il y ait des préparateurs physiques en seconde partie de carrière, comme moi, le disent, parce que ça décoince les gens qui vont automatiquement un jour dans leur carrière se faire virer ou remercier, appelons ça comme on veut, hein, mais ça revient à la même chose. Mhm. Parce que des fois, tu n'es pas la bonne personne au bon moment. Et dans des grands groupes, attention, hein, si la dynamique de groupe est contre toi, sans être contre toi, il ne faut pas exagérer, mais si ça passe pas, pour être tout à fait simple, si ça passe pas pour telle ou telle raison, c'est mort. Il n'y a rien à faire, hein. Si le groupe te prend en grippe, c'est mort. Mhm. Ou si le staff te prend en grippe, alors là, je t'en parle même pas. Donc, en fait, oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Le dernier en date, c'était là. Au bout d'un an, ça va pas. Alors, ce qu'il faut quand ça se passe mal comme ça, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Il faut ne pas le prendre personnellement. C'est-à-dire se dire, ben, c'est pas l'échec de ma vie, c'est pas que je suis pas bon, c'est pas que si, c'est pas que ça, c'est que je suis pas la bonne personne au bon moment. C'est ça que ça veut dire. Ou que j'ai pas été capable d'être cette bonne personne au bon moment. Parce que c'est pareil, quand tu passes beaucoup de temps avec les athlètes, tu peux pas te transformer. C'est-à-dire, si tu es rigolo comme personne, tu vas pas te mettre à être triste parce que le groupe, c'est plutôt un groupe taciturne. Tu vois, tu es comme tu es. Et Mhm. parfois, il y a un décalage entre ce que tu es et ce que le groupe attend. Et Mhm. tu peux pas faire illusion très longtemps. Donc, Mhm. tu es comme tu es et des fois, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut juste, donc, c'est pas le prendre personnellement, mais ça, c'est pas facile. Et deuxièmement, en fait, il faut arriver à ce que les gens, ils, ils reconnaissent que tu as des compétences, mais que tu n'es pas la bonne personne. Moi, ce qui s'est passé dans le ski alpin, c'est qu'on a dit, bah, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on l'a dit poliment, d'ailleurs. Ça ne fonctionne pas, mais tes compétences ne sont pas mises en cause en tant que telles. Mhm. Donc, si tu veux, dans ce cas-là, ce qui m'a permis après de rebondir à l'intérieur de la fédération a dit, ah, bah, écoute, c'était juste pas la bonne personne, mais on va lui donner une deuxième chance, si je puis dire. On va le placer sur une autre équipe, si l'équipe est d'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Mhm. Et voilà, il faut arriver à. Si on part en te disant, toi, on te vire parce que tu n'es pas bon, d'un point de vue technique, hein, là, c'est embêtant, parce que tes compétences sont atteintes en tant que telles. Mais si tu n'es pas la bonne personne pour le bon groupe, c'est moins grave. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire comme conseil, mais bon, quand ça t'arrive quand tu as 20 ans ou 25 ans, c'est un déchirement, parce que tu mélanges aussi un petit peu tout, hein. En première partie de carrière, Mhm. tu as l'âge de tes athlètes, donc tu cultives de l'affect. Certains, tu deviens copain, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, tu prends dans ta tronche quand même bien comme il faut quand ça se passe mal. Mhm. Donc, voilà, c'est un peu les erreurs de jeunesse, quoi. Mais c'est Et donc, logique. dans ces situations, tu as parlé de ne pas être copain avec tes athlètes.
Est-ce que tu peux élaborer un Oui, petit peu là-dessus? Parce que, comme tu dis, c'est certainement, surtout par exemple, si tu viens du sport, si tu as peut-être même évolué dans cette organisation et que d'un coup tu fais cette transition sur quelques années et que tu te retrouves avec peut-être certaines personnes avec qui tu t'es entraîné un jour. Donc, comment est-ce que tu fais cette part des choses-là? Parce que peut-être tu as été ami avec eux ou copain avec eux dans le bien passé sûr. déjà. Donc, voilà, comment travailler dans cette situation potentiellement un petit peu difficile quand tu dois coacher des gens avec qui tu t'entends bien déjà avant Bah, d'entrer dans le… ouais, c'est ça. L'affect, c'est pas une mauvaise chose parce que si les athlètes t'apprécient, si tu les apprécies en retour, tu peux leur demander du dépassement de soi. Mhm, C'est pas une mauvaise chose en soi. Ce que je voulais dire, c'est que il faut pas développer un affect qui t'attaque personnellement. C'est-à-dire, tu peux apprécier les gens pour leur qualité, leur valeur, tout ce que tu veux. mhm, Mais moi, je refuse maintenant que ces gens-là deviennent des amis au sens propre. mhm, Déjà, l'écart d'âge maintenant fait que j'ai moins de problèmes. Mais dans une première partie de carrière, je mélangeais un peu tout. C'est-à-dire que, par exemple, je pouvais aller faire un cinoche avec des athlètes, tu vois, typiquement. mhm, C'est quelque chose que maintenant je ferais très rarement ou je ferais plus. mhm. Ou je le ferais maintenant avec un statut différent. Quand tu as 20 ans d'écart, si tu vas voir un film, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as le même âge, tu vois, le bon conseil, c'est de ne pas mélanger tes activités de ta vie privée et tes activités de ta vie professionnelle. C'est-à-dire Mhm. que tu vas pas en boîte de nuit avec eux, tu vas pas au cinéma avec eux. Tu vois, déjà, ta vie privée, tu dois pas en avoir beaucoup quand tu es préparateur physique de haut niveau, malheureusement. Donc, déjà, ta vie privée, tu la gardes pour ton ou ta compagne et pour tes amis qui étaient tes amis avant, tu mélanges pas tout parce que le jour où ça s'enraye, où le jour où il y a une tension, c'est très compliqué si tu as tout mélangé. Donc voilà, tu scindes les deux. Tu t'évites de passer du bon temps hors boulot avec des athlètes, sauf quand c'est une sortie, si c'est une sortie paintball avec tout le groupe, tu peux faire ta paintball, mais c'est dans le cadre de ton boulot. Tu n'organises pas le week-end une sortie paintball avec ceux que tu aimes bien parce que comme ça cadre un petit peu. Tu as parlé de la vie privée ou du manque de vie privée quand tu es Mhm. prépa de haut niveau. Je pense que c'est un sujet qui est important à aborder, dont on ne parle pas nécessairement assez, à mon avis, surtout peut-être pour les gens qui seraient intéressés à travailler à haut niveau. Quels sont les sacrifices que tu as dû faire au cours de ta vie, de ta carrière, pour pouvoir évoluer à ce haut niveau de manière continue sur des décennies? Alors déjà, moi, la première chose que j'ai fait, c'est je me suis toujours empêché d'utiliser le mot sacrifice parce que déjà, le sacrifice, ça fait déjà peur, rien que le mot, tu vois. Mhm, Et je trouve qu'il est relativement connoté négativement. mhm, Donc déjà, moi, et c'est pas du développement personnel sous, hein, c'est sincère ce que je te dis. Moi, j'utilise le terme choix. Tu fais des choix de vie ouais. et tu fais pas de sacrifice. Parce que si déjà tu commences à faire un sacrifice, ça commence mal. Ça va pas. Tu fais un choix de vie qui est ou qui n'est pas. Et, le bon conseil qu'on peut donner, c'est faire un choix de vie honnête. C'est-à-dire que si tu sais que tu veux avoir une famille de 4 enfants, tu sais que c'est crucial pour toi et quand honnêtement une introspection, tu laissais ces choses-là, eh ben, tu es cohérent avec toi-même et tu rentres pas dans une ligne de vie qui va te mettre forcément en porte-à-faux. Donc, Mhm, tu essayes de faire des choix qui sont cohérents, mais réellement. Tu es obligé de faire des choix. Tu ne peux pas courir tous les lièvres à la fois, donc tu fais des choix de vie honnêtes. Tu vois, parfois, il y a des entraîneurs ou des préparateurs physiques qui sont faits pour faire de la formation. Et sous prétexte que ce qui brille, c'est le haut niveau, si toi, tu as les compétences et tu as le talent pour faire de la formation, eh ben, sous prétexte que ça ne brille pas, le travail de formation, va faire de la formation et sois honnête avec toi-même, quoi. Et laisse briller ceux qui veulent briller. Tant que ceux qui brillent, souvent, ils brillent d'une manière éphémère, tandis que les gens qui font de la formation, la plupart du temps, s'ils sont bons, c'est des jobs sécurisés en or, parce que la formation, c'est tellement important. Donc, tu vois, cet exemple-là, il est bon. C'est-à-dire, si tu as des compétences pour faire de la formation, que mhm, ton ego ne prenne pas le pas sur tes choix. Va où tes compétences, où ta nature se trouve, quoi. Pareil pour ton statut juridique, si je puis dire. Si tu as un fort sentiment d'insécurité dans ton métier, ne prends pas un statut de travailleur indépendant. Trouve une solution pour être salarié parce que tu n'es pas fait pour. Et pareillement, si tu ne portes pas de points à une heure fixe et d'être salarié et devoir poser des vacances comme tout le monde au mois de juillet, mhm. ne,
ne sois pas salarié, quoi. Voilà, le bon conseil, c'est sois honnête avec toi-même, avec tes aspirations de vie. Donc, toi, tu as peut-être la chance de faire les deux, d'être un préparateur physique de haut niveau, d'être aussi un formateur. Je t'ai déjà entendu dire dans ce domaine de la formation, quand j'enseigne, je parle à des collègues. Je trouve que c'est une phrase qui est très intéressante. Est-ce que, à ton avis, c'est le cas pour la plupart des enseignants dans le cadre académique? Est-ce qu'ils pensent aussi comme ça? Ou est-ce qu'il y a peut-être un problème un peu tais-toi et écoute de la part des formateurs dans certains domaines, alors qu'en fait, en fin de compte, on n'a pas tous nécessairement les réponses à tout ce qu'on pense savoir? Bah, non, ça ne peut pas être valable pour tous mes collègues, parce que dans le secteur académique, par définition, euh, les qui enseignent sont par exemple des enseignants-chercheurs en physiologie. Donc ce ne sont pas des entraîneurs. Et puis, fort heureusement, Mhm. c'est parce qu'on leur demande. Donc la plupart des enseignants ne sont pas des professionnels de terrain. Mais ce n'est pas une critique, parce que c'est un état de fait. Tu ne peux pas être enseignant-chercheur en physiologie et entraîneur de haut niveau. Enfin, c'est très rare. Donc non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce que tu es prof de physiologie que tu as un comportement tais-toi, écoute avec les autres. Euh, donc non, non, je pense pas qu'il y ait un problème vis-à-vis de ça. C'est juste que le statut des gens qui t'enseignent n'est pas un statut de professionnel. C'est pour ça que dans les bonnes formations, ils font venir plein de professionnels à côté. Mhm. Tu vois, à côté du socle de formation de base, ils font venir des pros qui parlent en tant que pros à des futurs pros. Mais non, je pense pas que ça soit un problème. Mais après, les étudiants, il faut qu'ils comprennent. Et c'est pas si évident que ça qu'à un moment donné, un cours de physio, ça reste un cours de physio et il faut l'appréhender comme tel. Il ne faut pas chercher des réponses à des questions de terrain très pointues quand tu étudies les sciences fondamentales. Les sciences fondamentales servent à obtenir ton socle de raisonnement, ta capacité à comprendre les mécanismes globaux, à aller chercher l'information de valeur là où elle est. Elle te donne pas les clés pour savoir quoi faire la semaine avant les Jeux Olympiques. C'est pas tu vois. Et parfois, les étudiants, ils sont un peu déçus, ou ils comprennent pas, ou ils critiquent, et ils ont tort parce que ils ont juste pas mis dans la bonne case les savoirs et les savoir-faire. Et tu vois, rien n'est plus, je trouve, triste que quand tu entends des jeunes préparateurs physiques qui font une formation après dans le secteur privé avec un pro, et ils te disent, oh, bah là, en une semaine, j'ai appris plus que dans toute ma scolarité. Seulement, ils oublient que dans le temps, ils n'auraient pas compris la moitié de ce qu'a dit le pro, et ils n'auraient pas pris toute l'information à sa juste valeur, tu vois. Mhm. Donc non, il faut pas oublier ça, quoi. Euh, donc je pense avoir répondu à ta question. Oui. Oui, oui, absolument. Donc, dans ce domaine du savoir et du savoir-faire, est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu essayes de communiquer à tes élèves, aux étudiants avec qui tu travailles aussi, de savoir faire la part des choses, de regarder peut-être sur les deux plans aussi, est-ce qu'à un moment donné, il y a un transfert de l'un à l'autre, mais comme tu as dit, pas nécessairement essayer de tout faire transférer de la classe, si on veut, au terrain. Ouais, c'est ça. Il faut pas essayer de tout transférer. Déjà, par exemple, les bons profs de physio font beaucoup d'efforts pour appliquer ce qu'ils racontent au terrain. Attention. Mhm. Euh, mais il y a une limite. Quand tu étudies le cycle de Krebs, par exemple, tu as beau tourner le problème dans tous les sens, les applications de terrain ne sont pas immédiates, quoi. Mhm. Donc, à un moment donné, c'est ça, il ne faut pas chercher spécifiquement un transfert automatique, pas en formation initiale, je parle. Après le reste du temps, c'est très différent. C'est-à-dire qu'une fois que tu es diplômé et une fois que tu vas te former après dans le secteur privé ou même dans le secteur public, quand tu vas passer des DU, des trucs plus spécifiques, Mhm. il faut que là, l'enseignement, je pense, soit transférable très, très, très rapidement. En clair, Mhm. ce que tu apprends le vendredi, il faut que tu puisses le mettre en pratique le lundi suivant, au moins dans une part. Mhm. Si tu continues à apprendre des choses qui ne sont pas transférables en deuxième partie de carrière, là, tu fais une erreur. Mais en première partie de carrière, il ne faut pas se tromper, quoi. Il faut mettre les choses dans l'ordre, quoi. Tu vois, on apprend le solfège et après, on réinvente la musique, mais on ne fait pas l'inverse, quoi. Tout le Mhm. monde n'est pas un génie, quoi. Et tout le monde ne va pas produire des choses à partir de rien. Tu vois, on apprend les bases et c'est déjà pas mal. Et après, on construit par-dessus. Mhm. En tant qu'éducateur dans le cadre académique, quelle matière ou quel aspect du cursus est-ce que tu préfères enseigner et pourquoi? Bah, déjà, moi, j'ai été recruté pour uniquement enseigner en fin de cursus, c'est-à-dire que j'enseigne exclusivement en dernière année, en master 2, en cinquième Mhm. année, et en DU, le DU, le diplôme européen de préparation physique.
Donc, j'enseigne exclusivement là-dedans, puisque c'est ce qu'on me demande. Et moi, je n'aurais pas de volonté ni de goût pour enseigner en début de cursus, parce que moi j'apporte mon expertise de terrain quasi uniquement. Donc, mon expertise de terrain, elle est liée au sport de haut niveau. Donc, ce n'est pas le moment, en début de cursus, de parler de ça, bien que ça fasse plus rêver que les fondamentaux. Donc, non, moi, j'interviens qu'en cursus, en 5e année, quoi, grosso modo. Quand on parle d'accès à l'information, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué au cours des années. Est-ce que tu peux parler de cette évolution? On parle des livres au début, on n'avait pas l'Internet, jusqu'à aujourd'hui où presque tout est accessible à tout le monde au bout des doigts. Est-ce que tu peux parler de cette évolution-là? Ouais, c'est monstrueux. Pour avoir toujours eu un pied à l'université depuis… Ben, moi, j'y suis rentré dans les années 90 en tant qu'étudiant. Et en fait, sans discontinuer, j'ai gardé un pied ou un orteil. Donc, j'ai les évolutions. Et ce que je me rappelle, c'est… Moi, quand j'étais étudiant, j'étais dans les 2-3 meilleurs de ma promo. D'accord. Donc, je me suis amusé à m'imaginer ce que je savais, moi, il y a 25 ans. Ou on va dire ce que le major promo il savait il y a 25 ans et ce que le major promo sait maintenant, c'est monstrueux. Il y a une année-lumière de différence, tu vois. J'ai l'impression qu'on est passé de l'âge de pierre à l'âge de bronze, tu vois. Donc ça, c'est une bonne chose. Le niveau a monstrueusement augmenté. Si je peux mettre un bémol, c'est que, à mon avis, le niveau a monstrueusement augmenté pour les meilleurs, tu vois. Je pense que les meilleurs sont vraiment, vraiment meilleurs grâce à l'information, quoi. Principalement qui est accessible de partout. Grâce au CrossFit qui a été un booster aux compétences incroyables. Mais par contre, je pense que les moyens sont pas meilleurs que les moyens d'avant. Tu vois, je pense que le niveau, le gap s'est creusé pour l'élite, pour les meilleurs étudiants, pour le niveau moyen ou le niveau faible. Je me demande même si ça part reculer, tu vois, sur le niveau de base. Je suis moins sûr. Quoi qu'il en soit, les meilleurs sont vraiment meilleurs. Et puis, tant mieux. Tu parles de ce creux qui se creuse un petit peu entre les meilleurs et les moins meilleurs, peut-être ceux qui débutent. À ton avis, qu'est-ce qui fait que les gens en début de formation ou les gens qui n'ont peut-être pas accès à toutes ces informations, qui ne sont pas à très haut niveau, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas pu suivre cette vague en suivant la vague d'informations à laquelle on a accès? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à suivre? Après, l'entraînement à la préparation physique, c'est un métier passion. Alors ça, c'est un peu un slogan type punchline, mais ceci étant, c'est une réalité. C'est-à-dire que si tu fais ce métier parce que tu as des bonnes notes à fac et puis qu'année après année, tu te dis, je vais aller là-bas, pourquoi pas, tu te retrouves à être à côté de tes pompes, quoi. Non, ce qui fait que ça passe ou que ça passe pas, c'est ton niveau d'implication, quoi. Les passionnés qui ont vraiment la passion de la pratique des autres, pas forcément d'être pratiquants soi-même. Tu vois, tu as aussi des gens brillants, mais qui, eux, leur but, c'est d'être des pratiquants chevronnés, eux, ce qui est un autre métier, ce qui n'a rien à voir. Être entraîneur de haut niveau et pratiquant de haut niveau, ça n'a rien à voir. Enfin, parfois, il y a un lien, mais c'est loin d'être automatique. Tu vois, ces gens-là, s'ils n'ont pas la passion, ils vont se retrouver complètement à côté. Donc, c'est ça. Si tu as le feu sacré, si ta passion dans la vie, c'est d'entraîner les autres et de les rendre le plus fort possible, si tu as deux neurones correctement connectés, ça va y aller. Hein. Tu as parlé d'une évolution de l'âge de pierre à l'âge de bronze. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore énormément de chemin à faire pour arriver à peut-être au niveau optimal pour le rôle de préparateur physique de manière générale? Il faut s'imaginer que la préparation physique, on a beau entourer notre métier de mots savants et de publications scientifiques. En fait, on est dans les balbutiements d'une profession, quoi. Alors, pas les premiers balbutiements, mais on est dans les premiers âges. Ouais. Et je pense qu'en 20 ans, comme moi, je t'ai donné l'exemple de moi versus les jeunes de maintenant, je pense que dans 20 ans, on sera encore à une autre dimension. Puisque en fait, le métier est en construction, quoi. Le métier est en construction. Tu vois, en France, les premiers chercheurs en sciences du sport reconnus comme tels, tu vois, pas des physiologistes qui viennent faire de l'activité physique, mais les vrais chercheurs en sciences du sport, ça a une
une trentaine d'années, je crois, à peine. Mmh. Donc, tu vois, déjà, rien que la recherche a commencé spécifiquement, il y a eu un corps d'enseignants-chercheurs en sciences du sport il y a une trentaine d'années. Donc, 30 ans à une échelle de la réflexion sur un sujet, c'est tout neuf. Mmh. Donc, oui, c'est le meilleur est à venir. Enfin, je pense, hein, je n'ai pas de boule de cristal, mais je vois pas. Ouais, quand on voit à quel point on est capable d'avoir des avis opposés sur des sujets qui sont pourtant les mêmes, ça prouve à quel point ouais, le travail est devant nous. Est-ce que tu as un exemple de sujet qui est peut-être très polarisé à l'heure actuelle, qui n'a pas lieu d'être en fait? Ouais, dans ma carrière, j'ai vu plein de sujets comme ça, enfin quelques-uns. Historiquement, le premier que j'ai vu, c'est peut-être l'électrostimulation, tu vois, Mmh. avec l'avènement de Compex. Au début, tout le monde se branchait sur un Compex et tout le monde s'électrifiait le quadriceps, quoi. Et puis ça s'est calmé, on s'est rendu compte qu'il y avait des intérêts, mais il y avait des limites. Et bref, c'était bien, mais pas magique. Mmh. Donc voilà, ça a remis l'électrostimulation sur certaines problématiques. Puis après, tu as eu le power plate. Alors, je cite des marques parce que c'est plus parlant. Tu as eu le power plate, tu voyais fleurir à tous les coins de rue des sans power plate, et puis plus. Donc, ça existe toujours, mais voilà, ça a été euh, circoncis à une activité, tu vois. Mmh. Tu as eu aussi les Swiss Balls, par exemple, l'avènement de l'entraînement instable. Au début, tout le monde faisait du développé couché avec haltère sur Swiss Ball. Il y en a qui se sont cassés la gueule du Swiss Ball, ils se sont calmés. Donc, tu vois, voilà, ces trois exemples qui me viennent à l'esprit, qui montrent que voilà, il y a des effets d'engouement. Les gens, ce qui est logique, les gens testent, Mmh. il y a de la casse, ou il y a du résultat moyen, et puis après, ça reprend une place limitée. Mais attends. Donc, cette place limitée que ces trois peut-être modalités ou méthodes d'entraînement tiennent aujourd'hui, pour toi, par exemple, un complexe, quand est-ce que c'est bien de l'utiliser? Le power plate, est-ce que ça a sa place dans un protocole d'entraînement X ou Y? Et la Swiss Ball, quand est-ce que toi, par exemple, tu dirigerais vers un outil comme ça? Euh, Par exemple, moi, le complexe, je l'utilise, l'électrostimulation, je l'utilise en récup, en réathlé, en retour de blessure, et dans des cas de figure où tu dois récupérer un chef musculaire qui est atrophié. Par exemple, j'ai eu des cas de figure où certains athlètes avaient des douleurs au genou et avaient un vaste interne déficient face aux autres chefs du quadriceps. Mmh. Bien que la littérature scientifique ne corrobore pas ce fait, moi j'ai obtenu des bons résultats en isolant un chef musculaire en électro, en le faisant remonter, et j'ai obtenu des bons résultats. Donc tu vois, après là, c'est des utilisations un peu chirurgicales, tu vois, Mmh. Mmh. qui des fois sont pas corroborées par les études, mais ce qui est pas grave. Ce qui est pas grave du tout. Ce n'est pas parce que c'est prouvé scientifiquement que ça n'existe pas. Et inversement, hein, quand c'est prouvé scientifiquement, attention, hein, pour que ça soit une vérité universelle, il faut des méta-analyses, il faut des revues de la littérature qui condensent plein d'études et qui sortent une loi universelle, si je puis dire. Et dans les sciences du sport, quand c'est appliqué à la haute performance, ben, des trucs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Donc, le message qu'on peut envoyer aux collègues, c'est attention, une étude sur des rats n'est pas généralisable à des athlètes qui vont aux Jeux Olympiques automatiquement. Il y a tout un tas d'autres étapes au milieu. Donc, parenthèse fermée. Après, pour le Swiss Ball, moi, par exemple, le Swiss Ball, je l'utilise principalement pour faire certains exercices de renforcement de la sangle abdominale que tu ne peux pas faire avec d'autres outils. Donc, tu vois, je l'utilise assez peu. Mais bon, moi, l'entraînement instable, je l'utilise assez peu à la base. Et l'exemple du milieu, c'était quoi Power Ah plate. oui, le PowerPlate. Alors, la technologie de type PowerPlate, moi, je ne l'utilise pas parce que déjà, il faut en avoir un à domicile. Tu Mmh. vois, parce que si tu en fais une fois pour rigoler et que tu n'en refais pas, ça ne sert à rien. Donc, moi, je suis plus sur la technologie des plateaux oscillants verticales, type Mmh. grid. Et encore, je suis en phase de construction. Je l'ai beaucoup utilisé avant Vancouver parce que j'en avais un à disposition. Puis après, je n'ai pas pu. Et donc là, je vais pouvoir en utiliser. Donc, je vais retravailler dessus. Mais en fait, ce qu'il faut rendre compte, c'est que les méthodologies qui sont liées à la technologie sont par essence éphémères et sont liées à l'avancement de la technologie. Tu vois, les barres, les haltères, les kettlebells, ça, tu n'es pas embêté. Tu en Mmh. trouves partout dans le monde.
c'est pas lié à une évolution technologique. C'est intemporel parce que c'est pas technologique. Tout ce qui est technologique, on le voit bien avec les applis, quoi. Si l'appli elle est plus mise à jour sur le nouvel iPhone, des fois, c'est une année, quoi. Mhm. Donc voilà, moi, globalement, j'utilise la technologie, évidemment, mais c'est secondaire pour moi. Ce qui est crucial, ce qui est central, c'est ce qui passe l'épreuve du temps. Et ce qui passe l'épreuve du temps, c'est ce qui n'est pas lié à l'électronique, ce qui n'est pas lié à la technologie. Donc, j'ai pris mon exemple des poids, des haltères, des kettlebells. C'est intemporel. Pour faire un pont vers un autre sujet que je voulais aborder avec toi en parlant de technologie, quel est le rôle des réseaux sociaux dans le développement de la profession de préparateur physique en 2020? Il est crucial. Hier, j'ai fait un podcast avec Max de nos minutes. À ce Mhm. sujet-là, je crois que vous pouvez l'écouter sur l'appli Nono Minutes, que je vous conseille. D'ailleurs, c'est une appli gratuite qui centralise beaucoup d'informations intéressantes. Qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux, c'est devenu central à la fois dans la diffusion des savoirs et dans la promotion, dans l'autopromotion. Donc, comme je disais hier à Max, on peut voir mon âge et se dire c'était mieux avant. Force est de constater qu'avant ne reviendra pas. Donc, il y a deux options. Ou tu prends le train en marche, et ma foi, c'est mieux de passer, mais si tu regardes le train passer, il ne faut pas te plaindre que tu montes pas dedans. Donc, oui, les réseaux sociaux sont devenus centraux. La formation de qualité en les utilisant. Et pour obtenir de l'information de qualité, c'est la même règle qui existe depuis toujours. Il faut suivre des gens qui ont du succès d'une manière répétée dans le temps, dans le sujet en question. En clair, si tu veux suivre un spécialiste de la force, va pour quelqu'un qui fait des grandes phrases sur la force, entraîner aux Jeux Olympiques, mais si tu en as entraîné, de vérifier, quoi. Donc il faut quand même que ça soit prouvable. Il faut que ta légitimité elle soit prouvable. Et après, il faut suivre des gens qui sont dans l'expérimentation quotidienne depuis longtemps du sujet qui t'intéresse. À partir de là, c'est forcément positif. Mais le reste, ça reste ou de la distraction ou du divertissement ou oui, voilà, ou ça peut même être contre-productif, ça peut même te mettre dans une mauvaise dynamique. Mais si tu suis cette règle-là, tu n'as que les avantages et très, très peu d'inconvénients. Tu as parlé avant de la différence entre être un athlète et être un coach. Et on voit certainement pas mal de coachs sur les réseaux qui se promeuvent à l'aide de leurs compétences individuelles comme athlètes. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est justifié? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui n'est pas ni bien ni mal? Est-ce que tu penses que ça pourrait être fait différemment? Le juge de paix dans le business, dans le métier, c'est l'épreuve du temps, en clair. Si ta seule compétence, c'est ton autopromotion de ta tablette de chocolat, je pense que ça ne peut pas passer l'épreuve du temps en Mhm. tant qu'entraîneur. Tu vois, faut pas se tromper. Tu peux faire illusion un instant. Les réseaux sociaux ont ce pouvoir que tu peux briller très intensément, mais d'une manière très limitée dans le temps. Donc, à mon avis, c'est un calcul à court terme. C'est-à-dire communiquer uniquement sur tes performances physiques, ou même si tu es quelqu'un de très fort physiquement, tu vends cette image-là, mais cette image-là, c'est plus du divertissement, quoi, si tu veux. Mhm. Et c'est pas pour ça que tu vas construire une carrière viable d'entraîneur parce que toi, tu fais 220 au coucher, quoi. Mhm. Tu vois. Si tu n'as que ça, si tu fais 220 au coucher, mais que tu as un cerveau qui va avec et que tu as d'autres compétences, oui, ça va t'aider. Si tu n'as que la compétence, on va dire, divertissante ou la compétence impressionnante, je ne crois pas que tu passes l'épreuve du temps. Je veux avoir ton avis sur cette idée d'approche de généraliste contre l'approche du spécialiste en tant que préparateur physique pour les jeunes coachs qui commencent, qui arrivent gentiment dans la profession. Est-ce qu'il y a lieu à avoir ce débat de dans quelle direction je dois me diriger? Est-ce que je me spécialise dans un sport? Est-ce que je vise à être généraliste avant tout et ensuite on verra ce qui se passe? Quelle est ton approche là-dessus? Il faut partir de soi. Il faut partir de ce pourquoi on a le plus d'intérêt et ce pourquoi, du coup, on a le plus de compétences, parce qu'on a quand même des compétences là où on a l'intérêt de la chose. Donc, il faut partir de soi
Et je pense qu'à partir de là, tu ne peux pas trop te tromper, quoi. Si tu pars de toi, honnêtement, de ce que tu sais faire et de ce que tu es capable de vendre, euh, le choix est le bon. Après, dans les faits, la plupart des préparateurs physiques de haut niveau dans qu'ils évoluent dans le haut niveau, sont souvent, très très souvent, liés à un sport Mhm. particulier et n'en changent pas ou peu. On est peu nombreux à être multisports. Donc, si on regarde les chiffres, j'ai envie de te dire, les préparateurs physiques en foot restent en foot, en rugby restent en rugby, etc. etc. Je pense peut-être qu'il y a 80% des préparateurs physiques qui sont liés à une activité, à une seule, et peut-être que 20% qui sont ou qui ont les opportunités de changer de sport. Donc finalement, la réponse est qu'il faudrait plutôt être spécialiste parce que les chiffres ont l'air de montrer que la majorité fonctionne comme ça. Donc on peut penser que c'est ce vers quoi il faut tendre, plutôt vers une spécialisation. J'ai encore deux, trois questions pour toi aujourd'hui, Olivier. Merci beaucoup pour ton temps. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer une chose dans le monde de la préparation physique en 2020, qu'est-ce que tu changerais? C'est là on ne l'a jamais posé. Tiens, bien. Merci. Une baguette magique. Je, je sèche là. Peut-être que ça va me venir un peu plus tard là. Pose-moi une autre question. Peut-être que moi, par coup de baguette magique, je vais autre chose. Ça marche. Un livre qui est Un pas livre. lié. J'ai Vas-y, trouvé. vas-y. Vas-y, vas-y. Tu vois, j'ai trouvé. Euh, euh, J'empêcherais les préparateurs physiques d'être meilleurs sur la gestion de la technologie à la place de leur capacité à enseigner et épauler, tu vois. Mhm. J'empêcherais les gens de savoir des choses technologiques avant de faire des choses de base, tu vois. Sauf si tu es sport scientist et que ton job, c'est de gérer un GPS. Là, c'est pas critiquable. Mhm. Mais voilà, un préparateur physique, il maîtrise les compétences de base. Les compétences de base, j'ai pris l'exemple de l'épaulé, hein. C'est développer, par exemple, la force avec des outils standards. Ça, c'est la base. Et après, tu apprends d'autres choses. Tu apprends le VBT, tu apprends à utiliser un GymAware, tu apprends à utiliser un GPS, tout ce que tu veux. Mais la dérive qui met la technologie avant le développement basique des qualités physiques avec ma baguette magique, ça, je l'empêcherai. Ok, très, très bonne réponse. Si tu avais un livre à recommander, un livre qui est pas lié à l'entraînement, qu'est-ce que tu recommanderais? Moi, j'ai bien apprécié le livre Sapiens, tu vois, qui n'a rien à voir avec l'entraînement, qui n'a rien à voir avec Mhm. le développement personnel, mais que je trouve intéressant parce que ça met en perspective l'évolution de l'Homo sapiens, quoi. Et finalement, quand tu prends de recul, tu vois, euh, sur, le temps, tu te dis, bon, est-ce que c'est si important pour savoir si 5 séries de 5 c'est mieux que 4 séries de 6, tu vois. Mhm. Et voilà, prendre un peu de recul finalement et de se dire, avec ce genre de lecture, tu te rends compte que, bon, à l'échelle du monde, il n'y a pas grand-chose d'important, à l'échelle de l'histoire de l'humanité non plus. Alors, tu vois, la compète du week-end qui arrive ou les Jeux Olympiques de cet été, pour nous, c'est toute notre vie, mais finalement, ça n'est pas si important. Voilà pourquoi ce livre, je l'ai trouvé intéressant, entre autres. Olivier, dernière question pour toi. Pourquoi veux-tu qu'on se souvienne de toi et quelle empreinte souhaites-tu laisser à la discipline ou à la profession de préparation physique, préparateur physique? Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est aussi un de mes axes de motivation, hein. J'ai pas honte de dire que moi, la reconnaissance sociale et une relative postérité, c'est important. Contrairement à beaucoup de collègues qui dénigrent tout ça, qui évoluent dans un monde de bisounours où l'argent, c'est pas important, la reconnaissance, c'est important. Moi, je dis, et il faut l'entendre, l'argent, c'est important, la reconnaissance sociale, c'est important, et ça ne pourrit pas forcément les gens ni les relations humaines. Mhm. Et un peu d'honnêteté, ça nous fait pas mal. Parenthèse fermée, j'aimerais que, tu vois, peut-être quand j'aurai fini ma carrière, quelqu'un lise un bouquin ou regarde notre interview et dise ah ouais, ce qu'il dit Bollet, ça m'aide. Ou quelques années après, il me dit ah, je me rappelle ce qu'il disait, Bollier, ça m'a aidé. Et ça m'a permis d'avancer à un moment de ma carrière. Si déjà il y a quelques personnes, il y a quelques gens qui disent ça, je serais content. Sur
l'empreinte. Olivier, pour ceux qui ne te suivent pas encore et souhaitent te suivre sur les réseaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? En propre sur Facebook et Instagram. Et puis tous les mardis, pour les gens qui sont abonnés à ma newsletter, je donne du contenu exclusif. Il suffit de s'abonner, je donnerai le lien de ma newsletter. Mhm. C'est tout simple, voilà, les réseaux sociaux et puis ma newsletter qui sort une fois par semaine. Alors, je mettrai les liens de tes réseaux et le lien de ta newsletter aussi dans la description du podcast pour ceux qui sont intéressés. Donc, allez suivre Olivier sur les réseaux, allez vous abonner à sa newsletter pour avoir ses updates tous les mardis. Olivier, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui et d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci à toi. J'ai découvert ta chaîne et j'ai vu plein de vidéos de ce que tu faisais. Et merci à toi parce que voilà, tu contribues à l'amélioration de nos compétences. Et ça, il faut te remercier pour ça. Et sincèrement, moi, je suis très content qu'il y ait des collègues qui font l'effort de partager gratuitement, oublier plein de choses comme ça. Merci à toi. Plaisir partagé. Bonne journée à toi, Olivier. À bientôt.